Alors, je vous propose de faire quelques problèmes des notes sur le diagramme de phase. Là, j'ai choisi le problème numéro 7, dont l'énoncé se lit comme suit. Le soufre fond à 119,3 degrés C sous une barre. On est en train de parler de cette transition de phase entre le soufre à l'état solide ou le soufre à l'état liquide et sous une barre, la température de fusion, c'est donc la température de fusion normale, est de 392,45 Kelvin. L'enthalpie standard de fusion du soufre est delta H de fusion égale à plus 1764 joules par mol. Là, je l'ai repris ici. On a trouvé aussi que le volume molaire du soufre varie de delta V de fusion égale à 1,315 cm3 par mol, c'est-à-dire 1,315 10 à la moins 6 mètres cubes par mol, comme j'ai écrit ici. Alors, première question, calculer l'entropie standard molaire delta S de fusion du soufre. Alors ça, c'est facile. Il suffit d'utiliser cette formule qui dérive du fait que, à cette température-là et à cette pression, on a équilibre entre ces deux phases-là, c'est-à-dire que delta G est égal à 0, mais delta G est égal à delta H moins T delta S, un TP constante, et donc par conséquent, vous pouvez écrire delta S de fusion, vous obtenez plutôt delta S de fusion égale à delta H de fusion divisé par la température de fusion. Une autre façon de voir ça est se dire que cette transition de phase se produit à température fixe, cette température de fusion, et c'est réversible. Et c'est à pression constante, donc par conséquent la chaleur est égale à delta H, la chaleur réversible. Donc voilà, ça donne aussi cette formule-là. Alors, il suffit d'utiliser cette formule. Je vous laisse donc faire le travail vous-même, faire le calcul numérique en utilisant ces valeurs-là de delta H de fusion standard et delta V de fusion et la température de fusion standard à 1 bar qui est donnée là en haut pour calculer delta S de fusion. Deuxième question. En supposant que delta S de fusion que l'on vient de calculer là reste constante dans la gamme de température concernée, alors, calculer delta G de fusion à 100 degrés C, 85 degrés C et 140 degrés C. Je vous propose de faire seulement les deux températures, là, 100 degrés C et 140 degrés C. Identifiez ensuite la phase stable que le soufre prendrait sous une barre à chacune de ces températures. Alors, le principe de calcul est simple. Laissez-moi descendre un peu. Il suffit de se rappeler que selon l'équation fondamentale pour l'énergie libre de Gibbs, la dérivée de l'énergie libre de Gibbs par rapport à la température est égale à moins S. Ici, il s'agit de l'énergie libre de Gibbs de transition de phase, delta G de fusion par exemple. Donc, la façon que delta G de fusion varie avec la température est régie par la relation que je venais de vous évoquer. C'est-à-dire que la dérivée de ce delta G de fusion avec la température est égale à moins delta S de fusion. Et en intégrant cette équation-là de la température de fusion où delta G est égal à 0, jusqu'à une nouvelle température, T2, qui est soit 100 degrés ou bien 140 degrés ici, n'est-ce pas qu'on obtient cette relation-là? Donc, la nouvelle énergie libre de fusion à la nouvelle température T2 serait égale tout simplement au produit de moins delta S de fusion avec la variation de température de la température de fusion normale jusqu'à T2. Voilà. Alors, faisons les calculs. T2 égale à 373,15 Kelvin correspond à 100 degrés C. Le calcul donne ceci. Tout d'abord, avec ce delta T,
non, c'est plutôt à 100 degrés C, on obtient cette température. Ça correspond à delta T qui est de moins 19,30 Kelvin qu'on a besoin pour mettre ici, on met là, et puis on obtient que delta G de fusion à cette nouvelle température vaut plus 86,6 joules. Alors, c'est positif, ça veut dire que la fusion ne va pas être spontanée à cette température-là, qui est plus basse que la température de fusion normale qui était donnée tout à l'heure, là, à 392,45 Kelvin, n'est-ce pas, ou 119,3 degrés C. 100 degrés C, c'est sûr que c'est plus faible que la température de fusion normale. Donc, ça correspond, en se référant au diagramme que vous connaissez bien, là, de la variation de l'énergie libre de Gibbs pour les phases solides, liquides, la ligne en bleu, c'est pour la phase solide, la ligne en rouge, c'est pour les liquides, en fonction de la température ici en degrés C. Et là, où ces deux courbes se croisent, évidemment, c'est la température de fusion normale, qui est 119,3 degrés C, comme on avait vu tout à l'heure, et on est en train de considérer cette situation-là, avec 100 degrés C, qui est ici, donc plus faible que la température de fusion normale, et là, il est clair que l'énergie libre de Gibbs de la phase solide est plus basse que celle de la phase liquide. Bon, par conséquent, c'est la phase solide qui va être stable. Il en va de même pour le second cas, où la température en degrés C, c'est 140 degrés C, donc c'est plus grand que la température de fusion normale, là, à cette pression. Voilà. Et en Kelvin, c'est 413,15 Kelvin. Alors, application numérique, ça correspond donc à un delta T de 20,70 Kelvin, à mettre ici, delta S de fusion calculé auparavant. Vous devrez trouver que c'est égal à plus 4,49 joules Kelvin moins 1 par mol, ce delta S de fusion. En utilisant ça, vous trouvez que delta G de fusion à cette nouvelle température 413,15 Kelvin vaut moins 92,94 joules. Mais ce qui est important est que c'est négatif. Donc, ça veut dire que la réaction, en d'autres termes, la transition de phase, le passage de l'état solide à l'état liquide va être spontané à cette température-là. Voilà. Ensuite, laissez-moi revenir à l'énoncé. Troisième question. On vous demande de calculer ensuite delta G de fusion cette fois-ci à la température de fusion normale, c'est-à-dire 119,3 degrés C ou bien 392,45 Kelvin là. D'accord, mais on veut que vous refaites le calcul maintenant. Delta G de fusion, comment est-ce que ça varie avec la pression? On veut l'obtenir à P égale à 0,5 bar, 2 bar et 100 bar. Je vous propose de faire juste deux cas. Le cas P égale à 0,5 bar et 2 bars seulement. Ensuite, identifier, comme à la question précédente, la phase stable que le soufre prendrait dans chacune de ces conditions, de ces situations-là. Là, c'est pas difficile non plus, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est l'équation fondamentale pour G que vous devez utiliser. Alors, cette équation fondamentale vous dit que la dérivée partielle de l'énergie libre de Gibbs par rapport au volume à température constante, c'est le cas ici, on fixe la température, est égale au volume molaire. Donc la façon que qu'est-ce que j'avais dit là, c'est la variation, la dérivée de G par rapport à la pression, je m'excuse, à température constante, voilà, est égale au volume molaire. Ce qui se transpose au delta G, donc la dérivée de delta G de fusion ici avec
la pression à température constante est égale au delta V de fusion. En intégrant ça, on obtient ceci, que delta G de fusion à la nouvelle pression P2 moins delta G de fusion à la pression de 1 bar et à cette température, évidemment, c'est 0, parce que précisément, cette température est la température où à cette pression, on a équilibre entre ces deux phases-là. Voilà, c'est 0 donc ça. Et de l'autre côté, vous avez delta V de fusion fois la variation de la pression. Donc P2 moins la pression de référence qui est ici de 1 bar. Alors considérons les deux cas qu'on avait proposé tantôt. P2 égale à 2 bars, donc c'est 1 bar plus élevé que la pression standard. Donc la pression augmente. Ça correspond à la situation que vous connaissez bien, là, vous avez vu ça en classe. Vous avez ici l'énergie libre, les deux phases bleues, c'est du solide, rouge, c'est du liquide. À la première pression, en très mince, là, n'est-ce pas? Et ensuite, à la deuxième pression, en très plus foncé. Quand la deuxième pression est plus élevée que la première pression. Alors, dans ce cas-là, vous voyez bien que à cette température fixée, c'est la courbe bleue qui est plus basse que la courbe rouge. Donc, par conséquent, on prédit tout de suite que c'est l'état solide qui va être le plus stable. Alors, calcul delta G de fusion en utilisant delta V de fusion qui vaut 1,315 10 à la moins 6 mètres cubes par mol, et delta P c'est 1 bar qui est 1 10 à la 5 pascal, eh bien on obtient plus 0,131 joules qui est positif. Donc c'est clair que la transition solide-liquide n'est pas spontanée dans ces conditions-là. Donc c'est plutôt la transition inverse, liquide-solide, qui serait spontanée. Ça veut dire que c'est le solide qui va être stable à cette pression-là et cette température. Maintenant, si la pression, au lieu d'augmenter, diminue à 0,5 bar, calcul rapide, là, en faisant les mêmes manipulations. Delta P, d'abord, c'est moins 0,515 à la 5 pascal. Comme c'est un delta P négatif, vous voyez que delta G de fusion qu'on aurait obtenu est négatif. Effectivement, c'est le cas ici. Donc, qui veut dire que c'est la transition va se produire spontanément, c'est-à-dire que c'est l'état liquide qui va être stable. Ça correspond au passage de donc dans ce cas-ci, il faut considérer que les traits foncés correspondent à la première température, 1 bar, et les traits minces, cela correspond à 0,5 bar, plus faible. Donc, dans ce cas-là, il est clair que c'est l'état liquide qui est le plus stable. Voilà. Alors, ça finit ce problème numéro 7. D'accord, je crois que voilà, c'est bien fini. Alors, je vous propose maintenant de passer à un autre problème. Un instant, s'il vous plaît. Alors, c'est le problème 8. Le problème 8 est comme la suite du problème 7. Voyez-vous, ça vous demande d'utiliser les données du problème précédent, le problème 7. Ces données, je les ai rappelées ici. Delta H de fusion vaut plus 1764 joules par mol. Delta V de fusion est 1,315 moins 6 mètres cubes par mol. Alors, on vous demande de calculer en utilisant ces données, là, le point de fusion, la température de fusion du soufre sous 100 bars et 1000 bars. On connaît le point de fusion normal du soufre, ça vaut
119,3 degrés C ou bien 392,45 Kelvin. Là, on avait vu ça au problème précédent. Cette fois-ci, on veut calculer la température de fusion du soufre à 60 bars ou bien 1000 bars. J'ai fait en détail ici, j'ai préparé les calculs en détail pour 100 bars seulement. À vous de répéter ça pour 1000 bars. D'accord? Alors le principe du calcul, évidemment, c'est l'équation de Clapeyron qui donne précisément la formule qui vous permet de décrire les variations soit la température de fusion avec la pression ou bien la pression avec la température, d'accord, le long d'une frontière de phase. Alors ça s'écrit comme ceci: dérivé de la pression par rapport à la température le long de la frontière de phase égale à delta H, ici c'est delta H de fusion, divisé par delta V de fusion fois la température. Alors, si on intègre ça exactement, en supposant que delta H de fusion et delta V de fusion ne varient pas fortement avec la température, la pression sur que cette frontière de phase là, alors on peut intégrer ça facilement pour obtenir P en fonction de T. Vous avez de ce côté, dérivé par rapport à T, c'est P à la nouvelle température moins P à la température de référence égale à delta H de fusion divisé par delta V de fusion fois l'intégrale de 1 sur T. L'intégrale de 1 sur T, c'est le log de T, log népérien de T, évalué aux bandes d'intégration, qui sont P et P0. Ça, on a intégré ça. D'accord? Alors, ce P0, c'est, ça va être 1 bar. P va être, par exemple, 100 bars. On connaît ces pressions-là. On connaît cette quantité. On peut, à ce moment-là, calculer la température de fusion à la nouvelle pression P ici, connaissant la température de fusion à la pression P0, la pression standard, voilà, ça c'est la température de fusion à la pression standard de 1 bar, ça vaut 392,45 Kelvin, et on veut calculer la température de fusion à la nouvelle pression. Ça c'est sous forme logarithme que vous avez là, en inversant ça, vous obtenez que T, la température de fusion à la nouvelle pression, est égale à celle à 1 bar, qui est ça fois cette exponentielle-là, exponentielle de l'inverse de cette quantité fois P moins P0. Alors, application numérique, la première chose qu'on constate est que si on utilise ces valeurs-là de delta H de fusion et delta V de fusion, voilà ces données ici, on obtient un rapport delta H de fusion, delta V de fusion très grand, 1,341 10 à la 9 Pascal. Notez bien cette dimension-là. Ça a les dimensions d'une pression. Ça correspond à une pression très grande. Alors, ce qui fait que vous allez voir que le calcul, en utilisant ça, en mettant ça dedans, vous obtenez un P égale à 100 bars, que la nouvelle température de fusion est égale à 395,2 Kelvin. Alors, le problème 9, j'aimerais enchaîner tout de suite avec le problème 9, parce que le problème 9 est en fait un prolongement du problème 8. Parce que ça vous demande de refaire les calculs du problème précédent, en supposant que la frontière solide-liquide est une droite de pente, la pente qui est ça divisé par T. Là, donc, en d'autres termes, on considère que
tout ça là, est constant. Hein? Pas juste le rapport delta H sur delta V, qui était considéré constant tantôt et qu'on avait calculé, qu'on avait obtenu égal à 1,341 10 à la 9 Pascal tantôt. Mais là, on va supposer que même quand on divise ça par la température, on peut considérer que c'est constant. Vous vous rappelez que une frontière de phase entre un solide et un liquide est toujours très abrupt, très raide. Hein? Et ça, c'est de sorte que ça ressemble pratiquement à juste une droite. Alors c'est ça l'approximation, considérer que cette frontière est juste une droite. Voilà. Alors, donc, c'est ça que j'étais en train de rappeler. Donc l'équation de Clapeyron, on disait tout à l'heure que c'est delta H dP dt est égal à delta H de fusion divisé par delta V de fusion fois la température. Sauf que là, hein, au lieu de considérer la température qui varie, hein, puisque vous voyez que cette frontière solide liquide est toujours une droite pratiquement verticale, hein, tellement verticale que la température ne change pratiquement pas là. Donc mettez 0 là, d'accord, hein, et en réécrivant ça comme dp fois cette constante fois dt, on peut intégrer de part et d'autre pour obtenir dt, delta t plutôt, égal à delta p fois l'inverse de cette constante-là. Et alors, calcul rapide, cette constante, c'est ceci. En bleu, on avait calculé cette quantité tantôt déjà. Ça vaut 1,341 10 à la 9 Pascal. Il faut diviser ça par 392,45 Kelvin maintenant pour obtenir quelque chose qui est en Kelvin par Pascal et ça vaut numériquement 0, ça là, hein, est en Pascal par Kelvin, l'inverse de ça, donc en rouge, cette quantité est l'inverse de cette quantité-là. Hein. Cette quantité en rouge, qui est l'inverse de ça, vaut 0,29 10 à la moins 6 Kelvin par Pascal. Alors, avec P égale à 100 Pascal, hein, ça fait un delta P qui est 100 moins 1 Pascal, c'est 99 Pascal. Et comme un Pascal, avec P égale à 100 bar, je m'excuse, hein, avec P égale à 100 bar, je disais Pascal tout à l'heure, je retire ce que j'ai dit là. Avec P égale à 100 bar, delta P égale 99 bar. En 1 bar est 10 à la 5 Pascal, donc on convertit ça en Pascal, ça fait 9,9 10 à la 6 Pascal. Si vous multipliez cette quantité-là, 0,29 10 moins 6 Kelvin par Pascal, avec ça, qui est pratiquement 10 fois 10 à la 6 Pascal, vous obtiendrez un delta T, qui est 2,9 Kelvin, ce qui donne une nouvelle température de fusion, hein, à cette pression-là, à 395,3 Kelvin. Tout à l'heure, en utilisant une formule plus détaillée, puisque là, on avait intégré comme il faut ceci, on avait supposé seulement que le rapport delta H de fusion sur delta V de fusion est constant, mais on avait tenu compte de la variation de la température en intégrant pour obtenir le ln ici, là, n'est-ce pas? Avec cette formule intégrale plus détaillée, on avait obtenu 395,2 Kelvin. Avec l'approximation d'une droite verticale, on obtient quelque chose qui est pratiquement la même chose, 395,3 Kelvin. Alors, ça veut dire que l'approximation marche très bien pour une variation de pression de l'ordre de 100 bar, là. Mais faites le calcul avec une variation de la pression de l'ordre de 1000 bar, comme c'est proposé dans l'énoncé. Vous allez voir que cette approximation-là n'est pas aussi, n'est plus aussi bonne, là, hein, avec une élévation de pression si forte. Voilà, on va s'arrêter ici.